J'ai condamné des hommes en sachant que la vérité était ailleurs. Et je vis avec ça. Chaque jour. Chaque nuit. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une figure de style pour dramatiser mon parcours. C'est la réalité la plus crue de mon existence. J'ai regardé des hommes dans les yeux, j'ai prononcé des mots qui ont détruit leur vie, et je savais. Je savais que quelque chose clochait. Que la vérité n'était pas là où nous la cherchions. Que nous condamnions peut-être l'innocence. Mais j'ai continué. J'ai signé. J'ai validé. Et aujourd'hui, je porte ce poids comme une seconde peau. Ce que je vais vous raconter n'est pas une quête de pardon. Ce n'est pas une tentative de me racheter. C'est juste la vérité de ce que j'ai fait, et de ce que le système m'a transformé. J'ai commencé ma carrière avec tout l'idéalisme qu'un jeune magistrat peut avoir. J'avais 28 ans quand j'ai prêté serment. La main levée, la voix ferme, convaincu que j'allais servir la justice. Pas l'institution, non. La justice elle-même, cette notion abstraite et pure que nous apprenons à vénérer dès la première année de droit. J'ai gravi les échelons tranquillement. D'abord substitut du procureur dans une petite juridiction, puis juge d'instruction dans une ville moyenne, et finalement président de chambre correctionnelle. 15 ans de carrière sans faute. 15 ans à construire une réputation solide, respectée. Mes collègues me considéraient comme rigoureuse, impartiale, incorruptible. J'étais fière de ce que j'étais devenue. Fière de porter cette robe noire. Fière de représenter l'autorité de la loi. Je croyais dur comme fer que le système fonctionnait. Que malgré ses imperfections, il restait le meilleur rempart contre le chaos. Que chaque décision que je prenais contribuait à un monde plus juste. J'avais foi en mes collègues, en la police, en l'expertise technique. Je pensais que nous formions une chaîne solide, où chaque maillon faisait son travail avec conscience et honnêteté. Comme j'étais naïve. Le 1er août est arrivé un mardi matin, lors d'une audience comme les autres. Un homme d'une quarantaine d'années comparaissait pour agression. Le dossier semblait clair. Témoignages concordants, traces physiques, aveu partiel obtenu en garde à vue. Tout pointait vers une condamnation évidente. Mais pendant l'audience, alors que je lisais et relisais le rapport d'expertise médicale, quelque chose m'a dérangé. Les lésions décrites ne correspondaient pas exactement au scénario présenté par l'accusation. L'angle des coups, la profondeur des ecchymoses, le timing des blessures. Rien de flagrant, vous comprenez. Juste une petite dissonance, comme une note de musique légèrement fausse dans une symphonie. J'ai demandé à voir les photos. J'ai comparé avec les déclarations. Et là, j'ai vu. Le timing ne collait pas. Les blessures avaient au moins 2 jours de plus que ce que prétendait la victime présumée. Ce qui signifiait que l'accusé n'aurait même pas pu être présent au moment des faits tels qu'ils étaient décrits. J'ai fait part de mon observation au procureur pendant la suspension d'audience. Il m'a regardé avec un sourire patient, presque condescendant. Il m'a dit que j'analysais trop, que les experts avaient validé, que le prévenu avait de toute façon avoué une partie des faits. Que rouvrir cette question retarderait la procédure de plusieurs mois. Que la victime attendait une décision. J'ai regardé le dossier à nouveau. J'ai pesé. Et finalement, j'ai prononcé une condamnation. Pas la plus lourde possible, mais une condamnation quand même. 8 mois avec sursis. L'homme n'a rien dit en quittant la salle. Mais son regard. Ce regard-là, je ne l'ai jamais oublié. Et puis il y a eu ce cas. Celui qui a tout changé. Celui que je ne peux plus effacer, même en fermant les yeux très fort. Un homme de 32 ans, accusé d'un cambriolage avec violence. Les preuves semblaient solides. Son ADN retrouvé sur les lieux. Un témoin qu'il avait formellement identifié. Des antécédents qui jouaient contre lui. Le dossier était monté par un enquêteur que je connaissais depuis des années, quelqu'un de méticuleux, de professionnel. Tout paraissait en ordre. Mais 3 jours avant l'audience, j'ai reçu un rapport complémentaire. Une note de bas de page, presque négligeable. Un détail sur les horaires. L'accusé avait utilisé sa carte bancaire dans un distributeur automatique à 80 km du lieu du cambriolage, exactement à l'heure présumée des faits. La banque avait fourni les relevés. La vidéosurveillance du distributeur confirmait.
C'était bien lui. À 80 kilomètres. Au moment même où il était censé commettre le crime. J'ai appelé l'enquêteur. Il m'a expliqué que c'était un détail technique, que le témoin oculaire était formel, que l'ADN ne mentait pas, que l'accusé avait peut-être manipulé les horaires ou qu'il y avait une erreur dans les systèmes informatiques de la banque. J'ai demandé qu'on vérifie. On m'a dit que ça prendrait du temps. Des mois. Que le calendrier judiciaire était surchargé. Que la victime du cambriolage était traumatisée et attendait une réponse. Que reporter l'audience créerait un précédent dangereux. J'ai relu le dossier toute la nuit. J'ai cherché une explication logique. Comment son ADN pouvait-il être sur les lieux s'il était ailleurs? Contamination? Erreur de laboratoire? Manipulation? Je n'avais pas de réponse. Mais j'avais un doute. Un doute énorme, écrasant, qui pesait sur ma poitrine comme une pierre. Et le lendemain matin, quand je suis entré dans cette salle d'audience, j'ai regardé cet homme, et j'ai su. J'ai su que je devais suspendre la procédure. Demander des vérifications approfondies. Protéger le doute raisonnable. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? C'est la question qui me ronge encore aujourd'hui. Pourquoi ai-je continué? Par lâcheté? Par conformisme? Par peur de briser la machine? J'ai eu peur. Peur de paraître incompétente. Peur de mettre en cause le travail de mes collègues. Peur de créer un scandale. Peur d'avouer que le système avait failli. Parce que reconnaître qu'un dossier était bancal, c'était reconnaître que tous les autres pouvaient l'être aussi. C'était ouvrir une brèche dans laquelle toute ma carrière pouvait s'engouffrer. Alors j'ai avancé. J'ai écouté les témoignages. J'ai interrogé l'accusé. Il répétait qu'il était innocent, qu'il avait la preuve de son alibi, que quelqu'un devait vérifier. Sa voix tremblait. Pas de colère. De désespoir. Il savait que personne ne l'écoutait vraiment. Et j'ai délibéré. Avec mes deux assesseurs. Nous avons discuté 2 heures. Il penchait pour la condamnation. Les preuves matérielles, disait-il. Le témoignage. Les antécédents. Je leur ai parlé du relevé bancaire. Ils ont haussé les épaules. Un détail, ont-ils dit. Une erreur possible. Pas suffisant pour innocenter. Et j'ai cédé. J'ai signé. 3 ans de prison ferme. La lecture de la sentence a duré moins de 5 minutes. J'ai prononcé les mots d'usage. Les attendus. Les motivations. La peine. Ma voix était claire, professionnelle, neutre. Mais mes mains tremblaient sous le bureau. Quand j'ai levé les yeux vers lui, il me regardait. Pas avec haine. Pas avec rage. Avec une sorte de résignation infinie. Comme s'il savait depuis le début que c'était perdu. Que la vérité n'avait aucune importance. Que le système avait décidé, et que rien ne pouvait l'arrêter. Il a baissé la tête. Les gendarmes l'ont emmené. La salle s'est vidée. Et moi, je suis restée assise là, dans cette grande salle froide, avec le poids de ce que je venais de faire. Le silence après une condamnation est toujours pesant. Mais celui-là était différent. Il n'était pas seulement dans la salle. Il était en moi. Les premières nuits ont été les pires. Je rentrais chez moi, je prenais une douche, je me préparais à dîner, et je voyais son visage. Partout. Dans le reflet de la fenêtre. Dans mon verre de vin. Dans le noir quand j'éteignais la lumière. Je me réveillais à 3 heures du matin, le cœur battant, le front en sueur, avec cette question qui tournait en boucle. Et si c'était vrai? Et s'il était vraiment innocent? Et si j'avais détruit la vie d'un homme innocent? J'ai essayé de me raisonner. De me dire que j'avais fait mon travail. Que j'avais suivi la procédure. Que les preuves étaient là. Que je ne pouvais pas remettre en cause tout un système sur la base d'un simple doute. Mais ça ne marchait pas. Parce que je savais. Au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Et je n'avais rien fait. J'ai commencé à éviter certains dossiers. Ceux où le doute était trop présent. Ceux où les preuves semblaient trop parfaites. J'ai délégué. J'ai trouvé des excuses.
Je me suis concentrée sur les affaires simples, claires, indiscutables. Mais ça ne suffisait pas. Parce que ce cas-là ne partait pas. Il restait là, comme une ombre permanente. Ma vie personnelle s'est effilochée. Mon mari a essayé de comprendre. Il me demandait ce qui n'allait pas. Je ne pouvais pas lui dire. Comment expliquer qu'on porte la culpabilité d'avoir condamné peut-être un innocent? Comment avouer qu'on a choisi sa carrière, son confort, sa réputation, plutôt que la vérité? Alors je me suis murée dans le silence. Et il est parti. 1 an plus tard. 5 ans ont passé. Cet homme est sorti de prison. J'ai suivi son parcours de loin, presque malgré moi. Il a tenté de reconstruire sa vie. Mais vous savez ce qui arrive aux condamnés, même après leur peine. La société ne pardonne pas. Les employeurs vérifient les antécédents. Les voisins parlent. Les portes se ferment, une à une. Il a essayé de faire rouvrir son dossier. Nouvelle preuve, disait-il. Témoin retrouvé. Mais le système est lent. Le système est lourd. Le système n'aime pas reconnaître ses erreurs. Sa demande a été rejetée. 2 fois. Et puis un jour, j'ai appris qu'il s'était suicidé. Une chambre d'hôtel minable. Une corde. Un mot laissé sur une table. Je n'ai jamais rien fait. Mais personne ne m'a cru. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas ma carrière. Pas ma façade. Non. Ce qui restait de ma conscience. Parce que voilà la vraie question. Est-ce que j'ai condamné un innocent? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais avec certitude absolue. Mais ce que je sais, c'est que j'ai ignoré le doute. J'ai ignoré la vérité quand elle me dérangeait. J'ai choisi la facilité du système plutôt que l'exigence de la justice. Et ça, c'est impardonnable. Le problème, voyez-vous, ce n'est pas que le système soit défaillant. C'est qu'il est conçu pour avancer. Toujours. Coûte que coûte. Les calendriers surchargés. Les budgets limités. Les pressions hiérarchiques. Les statistiques de condamnation. Tout pousse à trancher vite, à ne pas s'attarder sur les zones grises. Parce que le doute, dans notre système, est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. On nous apprend dès l'école de la magistrature que la justice doit être rendue. Pas cherchée. Rendue. Comme si elle était déjà là, toute faite, et qu'il suffisait de la prononcer. On nous apprend à faire confiance aux rapports, aux experts, aux enquêteurs. On nous apprend que notre rôle n'est pas de tout remettre en question, mais d'arbitrer entre les versions présentées. Et petit à petit, on oublie. On oublie que derrière chaque dossier, il y a une vie réelle. Que nos décisions ne sont pas des abstractions juridiques, mais des destins humains. On oublie que la vérité n'est pas toujours celle qui arrange le mieux le système. J'ai compris quelque chose d'essentiel au fil des années. La justice et le système judiciaire ne sont pas la même chose. La justice est un idéal. Une notion philosophique, morale, presque mystique. C'est ce vers quoi nous devrions tendre. Le système judiciaire, lui, est une machine. Une machine administrative, humaine, faillible. Et comme toute machine, il fonctionne selon ses propres règles, ses propres intérêts. Il a besoin de statistiques positives. Il a besoin de fermer des dossiers. Il a besoin de montrer qu'il fonctionne. Même quand il ne fonctionne pas. La vérité, dans ce système, est souvent un obstacle. Parce qu'elle est complexe. Parce qu'elle prend du temps. Parce qu'elle remet en cause des décisions déjà prises. Parce qu'elle oblige à reconnaître des erreurs. Et le système déteste reconnaître ses erreurs. Parce que chaque erreur reconnue ébranle la confiance. Et sans confiance, le système s'effondre. Alors on préfère le silence. On préfère enterrer les doutes. On préfère avancer. Et nous, les magistrats, nous sommes les gardiens de ce silence. Nous portons la robe, le prestige, l'autorité. Mais nous portons aussi le poids de toutes ces vérités que nous avons choisi de ne pas voir. Le prix du silence est élevé. Bien plus élevé qu'on ne l'imagine quand on commence dans cette carrière. On croit qu'on va pouvoir tout gérer. Qu'on sera assez fort. Qu'on saura faire la part des choses.
Mais la vérité, c'est que chaque décision douteuse laisse une trace. Un sillon dans l'âme. Et ces sillons s'accumulent, année après année, dossier après dossier. Jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus la personne qu'on est devenue. J'ai rencontré d'autres magistrats qui portent le même poids. On n'en parle jamais ouvertement. Mais on le reconnaît. Dans un regard. Dans une phrase laissée en suspens. Dans un silence qui dure un peu trop longtemps après une audience difficile. Nous sommes nombreux. Plus nombreux qu'on ne le pense. À vivre avec ces décisions qui nous hantent. Ces dossiers où nous savions que quelque chose n'allait pas, mais où nous avons continué quand même. Et le plus terrible, c'est qu'on continue. Parce que le système ne s'arrête jamais. Parce que demain, il y aura une autre audience. Un autre dossier. Une autre décision à prendre. Je ne demande pas de pardon. Je ne cherche pas d'absolution. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en pleine conscience. J'ai choisi ma carrière, ma tranquillité, ma place dans le système, plutôt que la vérité. Et je dois vivre avec ça. Tous les jours. Tous les soirs. Dans chaque reflet. Dans chaque silence. J'ai quitté la magistrature il y a 2 ans. Officiellement pour des raisons de santé. Officieusement parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus entrer dans cette salle. Je ne pouvais plus enfiler cette robe. Je ne pouvais plus prononcer des sentences en sachant ce que je savais. Aujourd'hui, j'essaie de vivre une vie normale. J'essaie de me reconstruire. Mais on ne se reconstruit pas vraiment après ça. On apprend juste à cohabiter avec son propre fantôme. Je repense souvent à cet homme. À son regard dans la salle d'audience. À son suicide dans cette chambre d'hôtel. À ce mot laissé sur la table. Je n'ai jamais rien fait. Mais personne ne m'a cru. Et je me demande combien. Combien d'innocents sont derrière les barreaux parce que quelqu'un, quelque part, a choisi de ne pas voir. Combien de magistrats portent ce poids en silence. Combien de vies détruites au nom d'un système qui refuse de ralentir, de douter, de reconnaître ses erreurs. Si vous me demandez si je regrette, la réponse est oui. Chaque jour. Mais le regret ne change rien. Il ne rend pas la liberté à ceux que j'ai condamnés. Il ne répare pas les vies brisées. Il ne fait que me rappeler ce que j'ai été. Ce que j'ai fait. Si vous me demandez si je referais différemment, je voudrais vous dire oui. Mais honnêtement, je ne sais pas. Parce que le système est puissant. Parce que les pressions sont réelles. Parce qu'il faut un courage immense pour dire non, pour arrêter la machine, pour accepter de tout perdre au nom de la vérité. Un courage que je n'ai pas eu. Peut-être que d'autres l'auront. Peut-être que cette confession servira à quelque chose. Peut-être qu'un jeune magistrat, quelque part, lira ces mots et choisira différemment. Peut-être qu'il aura le courage que je n'ai pas eu. Ou peut-être pas. Peut-être que le système continuera. Implacable. Indifférent. Avalant les doutes et les vérités qui le dérangent. Et dans quelques années, un autre magistrat portera le même poids que moi. Avec les mêmes insomnies. Les mêmes regrets. La même question qui tourne en boucle dans le noir. Je n'attends rien de vous. Ni pitié, ni compréhension, ni pardon. Je voulais juste dire la vérité. Ma vérité. Celle qu'on ne dit jamais dans les palais de justice. Celle qu'on enfouit sous les robes et les protocoles. J'ai condamné des hommes en sachant que la vérité était ailleurs. Et je vis avec ça. Jusqu'au dernier jour. Avec son visage. Avec ce regard. Avec ce silence. Avec cette question qui ne partira jamais. Et si c'était vrai ?